Do I need to click on the microphone? Microphone is open. Yes, that's right. So what do I click here or not? I can't hear anything. I don't hear anything. No, 6, that means there's 6 already. Join the meeting, it's being recorded. So what's the story? What? Okay, I think that means there are 6. We just don't see everybody. I think that means there's 6 already in there. Hi, bonjour. Bonjour. Ah, ben voilà, alors on commence. Bientôt. Hey, salut tout le monde. Ah, salut. Allô, Ben. Phil? Ça va bien? Ah oui, toi-même? Oui. Oui. Ça a tellement bien été ce matin, Philippe. Merci. Merci, Lévi. J'apprécie. Donc, tandis qu'on n'est pas un très grand groupe, on peut peut-être prendre un petit 30 secondes chaque juste pour prendre la parole, si ça ne vous dérange pas. J'aimerais ça savoir un peu plus qui est dans la salle. Puis une fois qu'on commence, peut-être désactiver les micros, puis juste les activer une fois qu'on veut parler. Parce que là, des fois, comme là, en ce moment, j'entends de l'écho. Je ne sais pas c'est qui. Je vais juste désactiver le micro. Donc, juste le temps qu'on ne parle pas pour éviter d'avoir trop d'écho. OK, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire un survol de ST. Donc, pour les gens qui ont déjà utilisé ST, évidemment, peut-être qu'il y a certaines choses, ça va être redondant un peu, mais vraiment, c'était plus pour permettre aux gens qui n'ont jamais vraiment utilisé notre plateforme ou qui sont quand même relativement débutants d'avoir une vue sur les différentes choses qu'on peut faire. Puis aussi, vous offrir une occasion de me poser des questions, si vous en avez, par rapport à la session soit de printemps ou d'automne. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Et c'est ça. Puis je vais improviser un petit peu. Donc, j'ai un petit plan d'attaque, mais j'ai aussi laissé beaucoup de place à de l'improvisation puis de répondre à vos questions par rapport à ECT et notre plateforme de gestion d'apprentissage. S'il y a un peu de temps, on peut parler de Teams aussi, que je sais que ça va être quelque chose qu'on va utiliser aussi, évidemment, dans un mode à distance. Donc, c'est ça. Moi, c'est Philippe Dunac. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon rôle à la Cité, c'est spécialiste à l'apprentissage numérique. Donc, j'accompagne beaucoup les employés dans l'utilisation du numérique, donc les plateformes, et plus particulièrement là, des plateformes de gestion d'apprentissage. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre vraiment là, comme 10 secondes votre nom, votre niveau de, si on veut, d'utilisation dans la Cité et vos attentes, là, vraiment. Mais c'est vraiment un petit 10 secondes là, pour nous permettre assez de temps pour voir assez de contenu. Donc, je vais juste descendre la liste. Là. On a Bernard. Si vous voulez parler, sinon c'est correct, on peut passer au prochain. Oui, bonjour. Salut Bernard. Un simple bonjour, c'est bon aussi. OK, donc Chantal, est-ce que tu voulais juste nous partager un peu tes attentes puis ton niveau d'expertise avec la plateforme? Bonjour. Oui, Chantal Pigra. Je suis intervenante en fait pour le programme ISEC, Intégration communautaire par l'éducation coopérative. En fait, nous, on dessert des étudiants qui ont une déficience intellectuelle puis un trouble du spectre de l'autisme. Puis aussi, tout récemment, pour les défis d'apprentissage significatifs. Pour qu'est-ce qui est de ECT, je le connais, je le maîtrise assez bien. Fait que je suis juste venue sur la plateforme pour voir si, Phil, tu pouvais m'apporter autre chose que je ne connais pas déjà. Je vais essayer. OK, merci. Gérard? Si tu veux, sinon on peut passer au prochain. Juste activer ton micro si tu veux. Il est parti chercher son café. Ah non, OK. Non, excusez. C'est correct. Ça va pas bien. Je ne sais pas comment utiliser Teams pour commencer. Et puis, je ne suis pas un amateur d'ordinateur. Et puis, j'enseigne en plomberie.
Et puis, j'essaye de voir si je peux trouver de l'information que tu peux m'aider. OK. En ce moment, j'essaie de faire des plans que les étudiants peuvent dessiner, puis j'ai aucune idée où me lancer. OK. Donc Peut-être aujourd'hui, si- ça va être strictement ECT, mais Oui, c'est sûr que vous d'accord. avez d'autres questions qui entourent ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être même se rencontrer à d'autres moments aussi, là, individuellement. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, je vous l'offre, là, n'importe qui sur l'appel. Vous pouvez juste communiquer directement avec moi, puis on pourra faire une petite demi-heure, là, puis jaser spécifiquement de vos besoins. Guy? Ton micro, Guy? Excuse-moi, je ne l'avais pas allumé. Ouais. Donc, c'est Guy Bisson. Puis, je me sens pas mal confortable avec Cité. Là. Je réussis toujours à me débrouiller jusqu'à maintenant. OK. Mais je veux quand même écouter ce que tu vas dire aujourd'hui au cas où tu parlais de choses que je ne connais pas. Puis, si j'ai une préoccupation, mais je t'en ai parlé un petit peu avant que tu commences, là, en ce moment, c'est de démarrer pour la première fois le cours via vidéoconférence MS Teams jeudi. Je pense que j'ai tout fait ce qu'il fallait faire, là, mais j'ai comme un petit stress là, que quand ça va venir le temps d'ouvrir le cours, que ça ne démarre pas. Fait OK. que c'est pour ça que je suis là. OK. Si les autres ont le même genre de questionnement, on pourra peut-être faire un test, moi et toi, Guy, puis montrer aux autres. Donc, on pourrait faire le test tout le monde en live. Jean-Alphonse? Si le micro fonctionne, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, oui, ça va bien. Oui, ça va. Moi, je suis de la Cité, je fais partie de l'équipe de l'IPTAC. Je donne pas mal de cours en soutien technique comme en TSI. Et en fait, je me suis habitué un petit peu avec un ECT, mais on ne sait jamais pas tout. Donc, comme j'ai vu ce matin ce courriel, je me suis intéressé à venir écouter, entendre, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Et puis là, je vais les découvrir ou bien poser des questions. Merci OK, beaucoup. parfait. Pas de problème. Judith? Bonjour, ça va bien tout le monde? Oui. Je suis contente de voir des faces que je reconnais. Moi, j'enseigne au programme ESE. Je me débrouille quand même assez bien avec ECT, mais je m'en viens voir juste si, comme un peu comme Chantal, s'il y a des choses que je peux apprendre de nouveau, là. J'avais un peu de temps, fait que c'est ça, je me lance. OK. Livy? Oui, alors là, je coordonne en informatique, je fais pas mal de ECT, mais je suis sûr et certain que j'en ai des trous. Et puis, c'est une bonne place pour moi d'avoir une belle explication de ce qu'il faut faire pour continuer d'avancer. Et merci. Pas de problème. Luc? Est-ce quelque chose de plus à ajouter? Est-ce que tu es là? Non, pas vraiment. Oui, je suis là. Un petit peu comme tout le monde, je voulais plus voir si j'apprendrais des nouvelles choses parce que je navigue dans ST, mais on me dit qu'il y avait beaucoup plus que ce que je faisais d'accessible. OK. Donc, on va commencer dans la zone Cité 101, mais si on voit que vous êtes déjà à cette zone-là, on peut progresser. Tu sais, on a quand même une heure ensemble, donc poser des questions à mesure qu'on a. Il y a Lucie, je pense, que je ne sais pas si elle est sur l'appel. Lucie Labelle. L'autre Lucie. Un autre Lucie que je ne connais pas. C'est l'autre Ah, OK. Lucie parce C'est que toi, je suis l'autre une Lucie. nouvelle. OK. Tu n'es pas la Lucie Labelle que je connais. OK. Non, on m'a appelé l'autre. Jusqu'à présent, je suis l'autre. OK. Mais je comprends pas parce qu'on est uniques, les deux. Fait que je ne comprends pas. Mais je suis nouvelle, je ne connais pas du tout la plateforme. C'est pour ça que je vais me familiariser un peu. Puis, je vais enseigner relations d'affaires dans l'administration à cet automne. OK. Contractuel ou à temps plein? Contractuel. OK. Patrick? Salut Philippe, ça va? Oui, ça vient, toi? Ça va bien, merci. Moi, c'est Patrick Boucher. Je suis à l'IMET en construction-rénovation. Je voulais participer aujourd'hui parce que je voulais juste me donner un gros refresher, si on veut, avec ECT. J'utilise déjà ECT, mais je suis certain qu'il y a des facettes que je n'utilise pas parce qu'on dirait que c'est toujours les mêmes choses qu'on fait. Donc, je voulais juste essayer de comprendre un peu mieux puis d'explorer si jamais c'est le cas. Puis s'il y a des choses que je peux me servir dans
Parfait, je t'ai presque pas reconnu avec ta barbe. C'est quand j'ai vu le nom, puis là, tu as commencé à parler, je disais, OK, c'est Patrick. Ah ben, voilà. Il me semble que tu n'avais pas autant de Ouais, barbe. c'est ça. OK, OK. Non, c'est le confinement qui fait ça. OK, c'est ton look confinement. C'est ça. Ah, voilà. Ouais. OK. Mon Wi-Fi a coupé. Je ne sais pas si Serge a parlé ou non. C'est pas grave. On va commencer. OK. Donc, comme j'ai dit, on va commencer avec le début. Puis on va peut-être progresser plus rapidement que je pensais. Je pensais que vous êtes tous quand même. Ah, vas-y, Serge. Vas-y. Salut, Philippe. Oui, comme Patrick a mentionné, c'est certain que un institut de métier, on s'en sert comme on peut. Hein? Quand on a un problème, on appelle Philippe. Philippe est là. OK. OK. Merci. OK, donc je vais partager mon écran. Puis, comme je te dis, c'est assez informel comme présentation. Je vais vous montrer des choses. On va rentrer dans la plateforme. Après ça, je vais vous montrer les possibilités. Puis on verra si on peut progresser un petit peu plus que c'était 101 là, avec le temps. Avec le temps qu'on a, je voudrais dire. Vous voyez bien mon écran? Oui. Là, une fois que je partage mon écran, je vois un peu moins le chat. Donc, si vous avez des questions, oui, vous pouvez le poser sur le chat, mais vous pouvez aussi juste allumer votre micro et parler de vive voix. Il n'y a pas de problème. OK, donc EST, c'est notre plateforme de gestion des apprentissages. C'est quoi ça? C'est vraiment une place où on peut communiquer avec nos étudiants, communiquer nos ressources, nos contenus et depuis le confinement, partager nos liens pour se rencontrer sur Microsoft Teams. C'est important de savoir que c'est deux choses distinctes. Donc, EST, c'est vraiment là où on va livrer notre contenu, on va communiquer avec nos étudiants, on va évaluer aussi. Donc, une grosse force de EST, c'est vraiment l'évaluation. Donc, pour les gens qui ont déjà utilisé EST pour le contenu, livraison de contenu, c'est bien, mais pour aller vraiment plus loin, où ça va vous sauver vraiment beaucoup de temps et que ça va améliorer l'expérience pour vous et les étudiants, c'est au niveau de l'évaluation. Donc, comment on peut mieux communiquer ce qu'on va évaluer et comment on va, évidemment, utiliser les grilles d'évaluation, enregistrer les résultats, etc., etc. Donc, pour accéder à EST, là, c'est vraiment base 101, mais je vais le faire quand même à travers le portail dans les applications. Donc, toutes les applications du collège sont là. EST est ici. Okay, une fois qu'on clique là, on rentre dans la plateforme EST. Et les différents cours qu'on a accès sont là. Et depuis aussi le confinement, qu'est-ce qu'on a ajouté? Ces ressources-là sont disponibles pour tout le monde, donc comme les étudiants et les enseignants, mais c'est des ressources plus pour les étudiants. Donc là, il y a des astuces, comment suivre un cours en ligne, des choses à retenir, comment apprendre à distance, etc., etc. Ça vaut quand même la peine d'aller voir. Donc, moi, je dirais comme enseignant, surtout si on est nouveau à la cité, d'aller voir les différentes choses qu'on propose aussi aux étudiants. Ça va nous aider, nous autres aussi, comme profs, à mieux connaître les outils. Donc, le site « Comment apprendre à distance », super intéressant. Je vous le recommande d'aller voir. Et le site que je vais mettre ici, qui est Comment enseigner à distance en période exceptionnelle. Puis en tout temps, à partir de ce site-là, en bas de la page, on peut passer d'un site à l'autre. Donc, apprendre à distance, si on est sur apprendre à distance, bien, ça va nous ramener sur le site Enseigner à distance. Évidemment, c'est deux sites qu'on a montés en même temps pour les enseignants et les étudiants. Et dans ce site-là, il y a plein de choses à regarder. Puis ça va beaucoup plus, ça va au-delà de EST 101. On parle de stratégie d'enseignement, différentes plateformes qu'on peut utiliser, autres que EST. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller lire ce site-là puis d'aller voir qu'est-ce qu'on vous propose. Donc, je reviens à EST. Donc, les différentes tuiles qui sont sur la page d'accueil ici sont les tuiles qui représentent les cours. Évidemment, si on n'a pas beaucoup enseigné à la cité, ils vont en avoir très peu. Mais si on commence à en avoir beaucoup, c'est que ça fait plusieurs sessions qu'on travaille avec EST. Un petit truc pour s'assurer qu'on voit toujours les cours actuels au top de la page, c'est l'épingle qui est ici. Donc, si on épingle, on enlève l'épingle, qu'est-ce qui va arriver maintenant? C'est que ces cours-là ne vont pas nécessairement être les premiers que je vais voir.
qu'est-ce que je recommande? Un petit truc ici, c'est quand on fait une recherche au niveau des recherches des cours qui est ici, on peut faire une recherche pour la session. Donc là, moi, je fais une recherche pour P2020. Je ne devrais avoir aucun cours, que j'enseigne aucun cours au printemps. Mais là, si on ferait, par exemple, automne 2020, ça devrait être encore la même chose, que je n'ai pas encore signé mon contrat, mais il va apparaître ici. Mais c'est un petit truc pour faire apparaître les différents cours. Mais pour vous montrer, qu'est-ce que je vais faire? C'est juste faire apparaître ici le cours qui s'appelle du NAC 2019. Donc, si je veux l'épingler, je clique ici. Donc là, si on fait, par exemple, P2020, tous les cours P2020 vont apparaître. Puis là, j'ai juste à cliquer sur l'épingle. Clic, clic, clic. Puis l'épingle va faire en sorte que c'est le premier cours qui apparaît ici. Donc ça, c'est très, très de base, mais ça vaut la peine parce que ça va faciliter l'accès à nos cours. D'autres choses, c'est qu'il y a des filtres ici. Donc, tout dépendant si vous avez multiples rôles à la cité, si vous êtes étudiant, parce que certains de nos employés sont étudiants, ou si vous êtes coordonnateur, etc., les différents filtres vont apparaître ici. Ça, c'est le fun d'être capable de passer, par exemple, à mes cours à moi versus les cours de mon programme en tant que coordonnateur. Donc, là, je peux passer d'une place à l'autre. Si je descends un peu ici, on voit les nouvelles. Les nouvelles qui sont là, c'est les nouvelles pour le système au complet. Donc, ce n'est pas des nouvelles spécifiques à un cours, c'est plutôt les nouvelles que soit moi ou les TI vont mettre pour le statut des systèmes ou des mises à jour, des choses comme ça. Donc, c'est ça. Là, je vais rentrer dans un cours. Donc, en cliquant évidemment sur la tuile, j'arrive sur le cours. Vous allez voir ici une erreur, mais ça, c'est parce que c'est un faux cours. Donc, ce n'est pas un vrai cours. C'est pour ça qu'il n'y a pas de document officiel. C'est pour ça que j'ai une erreur. Mais en temps normal, dans cette tuile-là, on devrait voir deux choses, plan de cours et tableau chronologique. Donc, évidemment, si on clique sur le plan de cours, on va voir apparaître le plan de cours. Tableau chronologique, la même chose. Si le tableau chronologique n'est pas à jour, on clique ici sur « Outils » et « Générer document officiel du cours ». Donc, je ne passerai pas trop de temps sur comment faire ces choses-là. Il y a des guides qui existent. Je vais les mettre dans le chat tantôt. Vous allez être capable d'aller visionner les guides. Donc, évidemment, si on doit produire les plans de cours, c'est à travers cette page-là qu'on va le faire. Donc, puis même, tandis que j'y pense, je vais copier-coller les ressources pour les plans de cours. Vous allez être capable d'aller consulter ces choses-là. Donc, donnez-moi une petite seconde. Si jamais... Hop là, hey. J'ai cliqué trop vite. Mon ordinateur, il ralentit un peu quand je fais des vidéoconférences. Donc, ça, c'en est un premier. Évidemment, ici, si on a des questions par rapport à ça, on peut communiquer avec l'équipe des CDA du collège. L'adresse est cda@lacitec.on.ca. Je ne sais pas si vous avez vu mes deux liens. Oui, ils sont là. Parfait. OK, de retour à ST. Donc, ça, c'est une petite parenthèse par rapport au plan de cours. Évidemment, une fois qu'ils sont produits, l'endroit où on va les trouver, c'est ici, sur la page d'accueil. C'est la même chose pour les étudiants. Donc, en cliquant sur ce lien-là, on accède au plan de cours, il se télécharge. Donc, le premier cours, évidemment, une bonne idée, ça serait de voir le plan de cours et le tableau chronologique avec les étudiants et leur montrer où aller le trouver, qui est ici sur la tuile qui est là. L'autre tuile qu'on voit ici, c'est l'outil nouvelle. Okay, l'outil nouvelle, on peut le considérer comme étant un genre de babillard numérique. Il est très utile pour faire plein de choses, pour annoncer plein de choses par rapport à un cours. Et même, on recommande que la plupart des communications passent à travers l'outil nouvelle, surtout quand c'est des mises à jour, par exemple, quelque chose relatif au cours, est-ce que le cours est annulé ou est-ce qu'il y a des ressources de plus à aller voir, des choses comme ça qui sont ponctuelles. On va vouloir créer une nouvelle dans cette tuile-là. L'autre avantage de mettre des choses dans la nouvelle, c'est que ça va notifier les étudiants sur leur téléphone mobile. Parce que depuis la session d'hiver, on a fait la promotion d'une application qui s'appelle Brightspace Pulse. Donc, on va encore faire la promotion de cette application-là. C'est une application qui fait en sorte que l'étudiant est notifié sur son téléphone. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran, parce que je vois juste mon écran. Là. Je ne sais pas si vous voyez mon webcam ou non, mais je suis en train de montrer l'application. Donc, si on a l'application d'installer et qu'on crée une nouvelle dans le cours, ça va tout de suite apparaître sur l'application. Donc, ça facilite vraiment l'accès à ces communications-là.
Si je continue ici dans le navigateur du contenu, c'est un endroit qui va nous montrer les différents contenus qui sont dans le cours. Mais comme enseignant, je ne vous recommande pas d'utiliser le navigateur de contenu. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, nous, comme enseignants, à travers le navigateur. C'est simplement une vue, là, si on veut abréger du contenu. Comme étudiant, on peut aller voir les contenus, mais comme enseignant, on ne peut pas modifier grand-chose. Si on continue à descendre, on a le calendrier. Encore là, fortement recommandé d'utiliser le calendrier dans ECT parce que toutes les choses qu'on va ajouter au calendrier vont apparaître dans l'application Pulse. Ça va permettre aux étudiants d'avoir une vue sur les différentes activités qui sont à faire ou à remettre. Puis l'application Pulse est vraiment bien faite dans le sens qu'il montre comme une ligne du temps. Puis le plus de choses qu'il y a à faire, le plus haut la courbe elle monte. Donc, il y a vraiment un visuel intéressant. Puis moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est vraiment de faire la promotion, d'utiliser les outils dans ECT pour donner la meilleure information possible aux étudiants par rapport à leurs échéanciers et tout ça. Il y a certaines choses qui vont apparaître automatiquement dans le calendrier, comme les questionnaires qu'on crée dans ECT, le pigeonnier, des choses comme ça. Donc, aussitôt qu'on met une date à un pigeonnier, il va apparaître ici dans le calendrier. En bas de la page, une tuile quand même très importante. S'il y a des étudiants dans vos cours qui ont des plans de réussite individualisés, donc qui sont suivis par les gens de la boussole, le plan va apparaître ici. Donc, évidemment, si on clique sur le bouton, il va y avoir un message qui nous dit « Est-ce que vous voulez vraiment afficher le plan de réussite? » Parce que si on est en classe ou si on est en train de partager notre écran avec ECT, on ne veut pas que ces choses-là apparaissent aux autres. Puis une fois qu'on clique une deuxième fois, là, on voit le plan apparaître. Puis dans le plan, il y aurait toutes sortes d'informations comme les accommodements qu'on doit apporter par rapport à certains étudiants, si on a des besoins ou des troubles d'apprentissage, etc. Donc, en cliquant là, on voit un sommaire puis les étapes qu'on devrait suivre pour respecter ce plan de réussite-là. Laissez-moi savoir s'il y a des questions. J'ai quand même mon iPad ouvert à côté avec le chat. Donc, si vous posez une question via le chat, je vais être capable de voir aussi. Puis, je veux juste aussi m'assurer que ça ajoute de la valeur. OK, donc, si je progresse un peu dans le contenu. Le contenu peut faire plein de choses. On peut livrer, oui, des documents, des PowerPoint, des vidéos, des choses comme ça. Mais on peut aussi centraliser à une place toutes les activités du cours. Un des commentaires qu'on a eu des étudiants lors de sondage, c'est qu'ils trouvent que souvent dans ECT, c'est éparpillé un petit peu. Donc, ils ne savent pas où aller. Donc, ils rentrent dans le contenu. Est-ce que c'est là? Est-ce que je vais dans l'évaluation? Est-ce que je vais dans le pigeonnier? Donc, ils se perdent un peu. Puis, je les comprends. Même nous, comme employés, des fois, on se perd un peu dans cette plateforme-là. Donc, imagine eux qui arrivent à la cité, qui essaient d'apprendre à travers cette plateforme-là et que chacun des profs utilise un peu à leur façon la plateforme. Donc, la clé ici, c'est de le garder le plus simple possible. Donc, ça serait la clé numéro 1. Plus simple possible au niveau de la façon qu'on va disposer nos documents et le mettre le plus possible tout à une place. Donc, avec l'outil contenu ici, par exemple, si je clique sur le premier module ici, je vois qu'à l'intérieur, j'ai des sous-modules. Le concept, c'est un petit peu comme sur notre ordinateur. Notre ordinateur, on a des répertoires, des sous-répertoires. Puis à l'intérieur d'un répertoire, on a des documents. C'est la même chose ici. Donc là, ici, j'ai un premier répertoire UA1, thème 1. J'ai un sous-répertoire qui s'appelle LinkedIn Learning. Puis là, si je clique dessus, j'ai les différentes ressources qui sont en lien avec ce thème-là. Donc, ma recommandation, c'est de grouper ça par thème, là, par type de document. Donc là, par exemple, ça serait le premier thème pour mon cours. J'ai mes ressources LinkedIn Learning. J'ai mes PowerPoint, que j'ai appelé PPT, mais vous pouvez appeler PowerPoint. Puis là, je pourrais avoir mes liens web, je pourrais avoir mes vidéos. Donc, quand c'est tout bien disposé de même dans un petit package, comme on dit, là, l'étudiant peut plus facilement le trouver. Et de la même façon, on pourrait, par exemple, s'il y a des évaluations en lien avec le thème 1, on pourrait mettre directement le pigeonnier à cet endroit-là. On pourrait mettre le questionnaire à cet endroit-là. Donc là, l'étudiant sait, c'est mon examen pour mon premier thème, mon UA1, je vais rentrer là, mon pigeonnier est là. Donc, évidemment, bien identifier les choses, c'est super important aussi. Donc, pour ajouter un contenu à l'intérieur d'un module comme celui-là, on clique sur le module. Là, ici, c'est assez subtil. Vous voyez que c'est comme gris pâle. Ici, c'est un gris un petit peu plus foncé, qui veut donc dire que le module PowerPoint est sélectionné. Une fois qu'il est sélectionné,
on clique sur Nouveau, tout simplement. Si c'est un document qui existe ailleurs que dans ECT, on veut le téléverser à l'intérieur d'ECT. Donc, on va cliquer ici sur Téléverser le fichier. Et de là, on va être capable d'aller naviguer sur notre poste de travail, téléverser. Et là, vous allez voir apparaître votre navigateur de fichiers. En ce moment, je suis sur un Mac. C'est un peu différent peut-être que votre PC, mais c'est essentiellement la même idée, que j'ai accès à tous les documents de mon ordinateur. Puis là, je clique par exemple sur le bureau. Je peux aller chercher une capture d'écran ou un document. C'est quoi ce document-là? Oui, on va dire celui-là. Et ensuite le téléverser. Évidemment, dépendant de la vitesse de l'Internet, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, si c'est une vidéo ou un PowerPoint plus lourd, il faut vraiment attendre que la barre de progression ici, elle se termine avant de peser sur Inclure. Sinon, on a un message d'erreur. Donc là, on voit c'est là. Je fais Inclure. Là, le document va apparaître ici. Évidemment, encore une fois, très important de bien nommer. Comme en ce moment-là, ça ne sera pas un bon exemple. Donc, bien nommer les documents pour que ça reflète vraiment le contenu du document et le lien entre les apprentissages, si on veut, du cours. Parce que si c'est trop différent, encore là, côté navigation, l'étudiant qui rentre là, il ne voit pas la valeur nécessairement de cliquer sur ce document-là puis aller le voir. Donc, si jamais le document n'a pas le bon nom, il est possible de juste cliquer ici, sur la petite flèche qui est là. On voit apparaître plein d'options. Ne paniquez pas si vous voyez tout ça, ce n'est pas grave. Vous allez apprendre à les connaître un peu plus. Et on peut modifier les propriétés. De là, on peut changer son nom facilement. Donc là je vais écrire n'importe quoi, là, juste pour aller plus vite. Donc, il est possible de faire ça. Autre chose par rapport au contenu, que je dirais que c'est probablement le défi qu'on a le plus souvent, c'est de s'assurer que le document est visible aux étudiants. Donc, vous voyez ici qu'un œil. L'œil ici veut dire que le module UA1, thème 1, est visible aux étudiants. Je peux le rendre masqué, qui veut donc dire, moi, je le vois encore, je peux continuer ma planification, je peux continuer à ajouter des choses, mais l'étudiant ne peut pas le voir. Donc, ça devient utile là, quand on se prépare un petit peu en avance, puis on veut mettre nos documents. Et quand vient le temps de le rendre visible, on clique « Masquer ». Où vient le problème des fois, c'est que, par exemple, si on rend visible UA1, mais qu'à l'intérieur, il y a un autre module qui s'appelle LinkedIn Learning, dans ce cas ici, puis que lui est masqué. Là, on a tendance à dire, bien, parce qu'il est dans UA1, l'étudiant devrait le voir, mais qu'en réalité, on voit ici là, que l'œil est comme ça. Donc, juste garder un œil sur la structure au complet des modules pour s'assurer qu'ils sont tous visibles à l'étudiant. Puis, je dirais même que c'est probablement l'inverse qui arrive plus souvent. Donc, le thème 1, il est masqué. Puis qu'à l'intérieur, on dit, ben oui, il devrait le voir, il y a un petit œil, pourquoi qu'il ne le voit pas? Mais c'est parce qu'il est à l'intérieur d'un module que lui est masqué. Donc, juste faire attention. Puis la façon de s'assurer que c'est vraiment visible, le meilleur truc, c'est d'aller dans la liste des participants. Dans la liste des participants, il va y avoir un étudiant qui s'appelle un étudiant fictif. Là, moi, j'ai toutes sortes d'étudiants fictifs là-dedans. C'est un court test que j'utilise pour faire plein de choses. Mais si on prend l'étudiant fictif, on peut encore cliquer sur cette fameuse flèche-là, qui est plus comme un petit V qu'une flèche, je ne sais pas. Et on va voir apparaître plus d'informations. Oups là, il faut juste que je revienne. Ah, lui, il va être bon, je pense. OK, oui. Donc, lui ici, donc la petite flèche, emprunter l'identité de. Là, ça va dire oui, est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Oups là, j'aurais dû tester ça avant de commencer. Hein? Je vais recommencer avec un autre compte. Désolé. Donc ça, c'est encore là, c'est juste parce que c'est un court test, puis il ne fonctionne pas exactement comme vos cours. Donc, donnez-moi juste une petite seconde. On va y arriver. OK, ça va fonctionner. Donc là, j'emprunte l'identité de l'étudiant fictif.
tous les cours ont un étudiant fictif. Et là, je reviens dans le cours en tant qu'étudiant fictif. Donc là, je voyais des nouvelles qui étaient affichées pour l'étudiant, que moi, j'ai enlevé dans mon compte personnel, mais que là, je peux enlever ici. Et maintenant, si je reviens au contenu, vous allez voir que l'UA est masqué. Je vais juste le montrer de différentes façons. Je patine un petit peu, là, désolé, excuse-moi. Bon, là, ça marche. Donc là, je vais vraiment en tant qu'étudiant. Donc là, on voit vraiment que l'UA1 est masqué et que les deux autres UA sont visibles. Donc là, ça nous dit que finalement, tous les autres étudiants du cours ne pourront pas voir l'UA1. Donc là, on le sait qu'on doit retourner dans le contenu, qu'on doit faire les ajustements pour faire en sorte que l'étudiant le voit bien. Donc, tout ça pour vous dire juste ça. Est-ce qu'il y a des questions? Philippe? Oui, vas-y. Allô? Oui. OK, sur ce que tu viens de faire, là, c'est quoi la différence entre emprunter l'identité de l'étudiant fictif ou simplement aller en haut à droite là, où notre nom apparaît et puis cliquer là-dessus puis s'identifier comme... Il y a une façon, là... Ici? Oui, c'est juste aller en tant qu'étudiant. C'est quoi la différence? La différence, c'est que si on fait simplement aller ici en tant qu'étudiant, ça nous donne une vue sur le cours comme étant étudiant, mais je ne peux pas agir dans le cours. Donc, ce n'est pas une façon de tout tester. Mais oui, ça fonctionne. Dans le cas du contenu, on pourrait juste faire ça, cliquer ici en tant qu'étudiant, puis aller voir si le contenu est visible. Ça fonctionne. Mais si on veut, par exemple, soumettre un document dans un pigeonnier ou débuter un questionnaire informatique, je ne pourrais pas le faire de cette façon-là. Donc, il y a vraiment un avantage d'avoir un vrai étudiant dans la liste de participants que je peux emprunter et faire plus de choses avec, puis tester encore plus en profondeur. Mais pour l'exemple que je montrais pour le contenu, ça aurait été amplement de juste prendre possession ici de l'étudiant fictif. Mais si on ne veut pas faire d'erreur, tout aussi bien d'aller dans la liste des participants puis d'emprunter l'étudiant fictif qui est là. Merci pour la question. Merci. Donc là, je vois que le temps avance, donc je vais accélérer un petit peu pour vous donner le temps de poser certaines questions. Donc, si on avance un peu, donc ça, c'est le contenu. Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec le contenu. On va passer à la liste des participants. La liste des participants, c'est l'endroit où on voit, évidemment, les étudiants qui sont inscrits dans le cours. On est inscrit à ce niveau-là aussi, donc on peut se voir. Si on veut envoyer un courriel à tout le groupe, on sélectionne simplement tout le groupe et ensuite courriel. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir apparaître une boîte de courriel. Et de là, on peut rentrer l'objet, le texte et tout. Qu'est-ce qu'on ne recommande pas ici? C'est d'attacher les documents puis les contenus de cours. Parce que ça devient plus difficile pour l'étudiant de gérer, si on veut, l'entrée de contenu. Imaginez que l'étudiant a 6, 7, peut-être plus de cours à la fois. Donc, s'il a à gérer les courriels qui rentrent de 6 ou 7 différents professeurs pour avoir accès à ces contenus, imaginez que ça devient un peu plus lourd. Donc, comment ils doivent tout classer ça correctement pour être capable de le retrouver par la suite et tout ça. Donc, courriel devrait être vraiment utilisé pour des communications, si on veut, entre guillemets, là, plus officielles aux étudiants, mais pas nécessairement pour livrer du contenu. OK? Donc, le courriel est là. Le contenu, d'habitude, qu'est-ce que je recommande? Mettez le contenu dans le cours. Par la suite, envoyez peut-être une nouvelle ou un courriel qui dit « OK, le contenu pour le cours d'aujourd'hui est maintenant disponible, allez voir dans le cours ECT ». Donc, ramenez les étudiants au cours ECT plutôt que d'envoyer des contenus à travers le courriel. Donc, ça, c'est les liste des participants. Très, très simple. Le prochain, évaluation, c'est là que ça commence à être un peu plus intéressant. Donc on voit vraiment les avantages d'une plateforme comme ECT quand on commence à regarder le pigeonnier, les grilles d'évaluation, le carnet de notes. Donc, brièvement, le carnet de notes, c'est l'endroit où on va enregistrer les résultats des étudiants. Donc, les étudiants font une évaluation. On veut enregistrer le résultat, on l'évalue de quelque façon et on va l'intégrer dans le carnet de notes. Évidemment, quand on est en personne, ça arrive beaucoup plus souvent que les étudiants vont soumettre un document, soit papier ou autre. On veut l'évaluer à l'extérieur de CIT et on va venir ici déposer le résultat, qui est possible.
c'est certain qu'à distance, on va probablement vouloir utiliser beaucoup plus les pigeonniers et les grilles d'évaluation parce que ça se fait électroniquement à travers ECT. Mais si on continue sur l'idée qu'on a reçu le document, on pourrait juste simplement venir ici pour l'évaluation, cliquer la flèche. Là, vous commencez à remarquer que cette flèche-là est importante. Donc, s'il y a une chose que vous vous rappelez, c'est que si on ne trouve pas une fonctionnalité, cliquez sur la flèche, probablement elle est cachée derrière la flèche. OK? Donc, ici sur l'évaluation 1, je clique sur la flèche, saisir les notes. Et là, on peut simplement rentrer des notes. Donc, à son plus simple, le carnet de notes, c'est ça. Je peux mettre un résultat, je peux mettre une petite rétroaction en cliquant sur le crayon qui est ici. Là, ça va être un commentaire général par rapport à cette évaluation-là. Mais ce que je propose plutôt, évidemment encore plus dans un contexte à distance, c'est utiliser le pigeonnier pour récupérer les travaux des étudiants. Donc, le pigeonnier, puis même la traduction directe, c'est Dropbox. Donc, Dropbox, c'est une place, si on veut, électronique où les étudiants vont être capables de déposer des documents. Mais encore beaucoup plus que ça, à travers le pigeonnier, on peut évaluer, on peut annoter des documents, on peut retourner des rétroactions auditives, écrites, on peut faire apparaître notre grille d'évaluation bien corrigée avec tous les commentaires. Il y a vraiment quelque chose de très complet dans le pigeonnier qui est beaucoup plus qu'un simple Dropbox. Okay? À son plus simple, oui, c'est une place où l'étudiant met un document, mais il en fait beaucoup plus. Donc, je vais faire une petite démonstration ici d'un pigeonnier. Donc, quand je rentre dans le pigeonnier, évidemment, il faut que j'en crée un par évaluation que je veux utiliser le pigeonnier. Donc, pour créer une nouvelle case, je vais faire vraiment un survol rapide. Donc, créer une nouvelle case de pigeonnier, on clique ici. Puis la procédure est très simple, je ne vais pas dire très simple, mais semblable aux autres outils dans ECT. Donc, si on crée une nouvelle case de pigeonnier, vous allez voir que ça ressemble un peu à la même procédure que de créer d'autres objets dans ECT. Donc, lui, je vais l'appeler projet 3. Sur le pigeonnier, je peux tout de suite mettre la pièce jointe, qui veut donc dire les instructions par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire pour ce projet-là. Donc, en plus de l'avoir dit peut-être de vive voix à travers une vidéoconférence ou même dans du contenu de cours, on peut faire une pièce jointe ici et ajouter le document. Donc, le document de référence pour le projet. Okay, je ne le ferai pas ici, parce que je vois le temps avancer. Les différents types de soumissions. Donc, on peut permettre aux étudiants de soumettre des documents Word, Excel, PDF, etc., etc. On peut permettre aux étudiants de soumettre du texte directement dans ECT. Du document imprimé, probablement moins pertinent de nos jours, et une observation en personne aussi. Donc, probablement, ça va être le premier choix, puis c'est pour ça que c'est celui-là qui est en premier. Donc là, je peux dire sur combien c'est évalué. Et à quel élément du carnet de notes c'est rattaché. L'observation en personne, c'est quoi ça? L'observation en personne, c'est que ça enlève toutes les fonctionnalités pour récupérer des documents, mais ça nous donne quand même accès à notre grille d'évaluation. Donc là, l'idée, c'est par exemple, tu es en classe ou tu es en laboratoire, puis tu observes l'étudiant. C'est comme une version simplifiée du pigeonnier. Là, tu peux avoir ton laptop ou ton iPad, puis vraiment corriger comme l'étudiant le fait. C'est ça l'idée. Donc là, je vais fermer ça, parce que je ne veux pas trop aller en détail sur ça. Qu'est-ce que je vais faire aussi avant la fin de la rencontre? Je vais mettre un lien vers nos clips YouTube. On a quand même une grande liste de clips sur ECT pour vous montrer comment faire certaines choses. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est un survol, mais si vous voulez aller en profondeur, les clips YouTube vont vous aider. OK, donc là, je vais faire une petite démonstration. Je vais encore prendre possession de l'étudiant fictif. Ça, c'est un des avantages de le faire de cette façon-là. C'est qu'on peut vraiment faire une soumission dans un pigeonnier. Donc là, je vais aller dans le pigeonnier. Ça, c'est exactement ce que l'étudiant verrait. Donc, je vais aller dans, par exemple, le projet. Excuse-moi, j'arrête pas de prendre le mauvais étudiant. Laisse-moi prendre un meilleur. On va prendre lui.
C'est à quoi je ne regarde pas ici. J'arrête pas de prendre lui, mais lui, en réalité, est un responsable dans le cours, même si son nom, c'est fictif. Mais encore là, ça, c'est unique à mon cours parce que c'est un cours testing. Là. Donc, je vais prendre lui. Lui, il est vraiment un étudiant. Donc, l'étudiant rentre ici dans le pigeonnier et il va soumettre quelque chose dans le projet 2. Donc, il rentre ici. Là, vous voyez, le visuel est différent. L'autre chose qu'ils vont voir, c'est si on a créé une grille d'évaluation pour le projet, ils vont voir les différents critères d'évaluation. Ça, c'est vraiment une recommandation que j'ai pour vous. C'est de, dès le départ, montrer sur quels critères les étudiants vont être évalués avant même qu'ils déposent le document. Donc, ils vont chercher les instructions pour le projet. Ils vont exactement qu'est-ce qui est à faire et comment ils vont être évalués. Donc là, eux autres, ça leur donne une bonne idée de comment ils doivent produire leur projet pour répondre aux différents critères. Donc, c'est pour ça que c'est ici visible sur la première page. Mais évidemment, seulement si on a créé la grille d'évaluation dans SIT. Donc là, l'étudiant a tout fait son travail, il a regardé les grilles d'évaluation, il vient inclure un fichier. Comme nous, il peut aller sur le poste de travail, il peut même aller directement sur son OneDrive si jamais il l'utilise. Donc, s'il vient ici dans son poste de travail, vous allez voir, les étapes ressemblent beaucoup à les étapes qu'on fait, nous, pour mettre du contenu. Là, on va aller prendre le même document, on va le mettre ici. On va faire inclure. L'étudiant peut mettre un petit commentaire. Désolé du retard, monsieur. Non. Soumettre. Et ensuite terminer. Donc, ça, c'est vraiment la vue étudiante sur la soumission. Donc là, je vais revenir comme moi-même. Donc, J'ai une petite question. Vas-y. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pop-up pour l'étudiant quand il y a quelque chose dans son pigeonnier? Quand il y a quelque chose à remettre ou quand lui a fait non, ça? J'ai un projet où, tantôt, tu disais le pigeonnier. Si j'ai bien compris, là, je peux aller mettre le devoir à faire. C'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît en quelque part? Faut-tu qu'il aille voir dans son pigeonnier régulièrement ou il y a quelque chose qui pop-up pour dire hey, « va voir dans ton pigeonnier ». Bien, si on ajoute une date d'échéance, ça va s'ajouter au calendrier du cours. Ça va aussi le notifier à travers l'application Pulse. Mais moi, je recommanderais quand même de communiquer cette information-là autrement. Donc, soit par une nouvelle ou par un petit courriel ou pendant vos sessions virtuelles. Donc, un des avantages d'être capable de connecter à travers Teams, c'est justement être capable de répondre aux questions par rapport aux évaluations, annoncer qu'est-ce qui est à faire, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une méthode. Donc, c'est d'essayer de couvrir 2, 3 différentes façons. Donc, ça, c'est une longue réponse pour dire oui, il y a quand même, c'est visible dans le cours qu'il y a des choses à faire, mais on devrait quand même envoyer un petit message. Parfait, merci. Pas de problème. OK, donc là, je vais revenir comme moi-même. Pour le faire, je clique ici, je clique le petit X, là, ça revient comme moi-même dans le cours. Donc là, moi, comme enseignant, quand j'arrive à la page d'accueil de Cité, des fois, ça prend 1 minute ou 2, là, mais je devrais voir sur la tuile du cours qu'il y a une nouvelle soumission dans le pigeonnier. Vous voyez ici? Donc, c'est ça que ça veut dire, ces petites bulles-là. Donc, ça veut dire que j'ai quelqu'un qui a participé à un forum de discussion. Je peux aller encore le voir. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle soumission dans mon pigeonnier pour le cours. Donc, ça, rapidement, là, on peut faire le scan, si on veut, de ces différentes tuiles-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Je peux cliquer directement ici, puis ça va m'amener à la bonne place. Là, on voit ici qu'il y a des nouvelles soumissions. Là, je clique sur le nom du projet. Je vois ici qu'il y a une capture d'écran qui a été déposée par l'étudiant ici. S'il y a un retard, ça va être identifié ici. Donc, évidemment, quand on crée les pigeonniers, on met une date d'échéance. Et si l'étudiant dépasse la date d'échéance, ça va être identifié en rouge ici. Donc, c'est une façon pour nous de voir comment on veut gérer ça. Et quand vient le temps de l'évaluer, je pense que quelqu'un a allumé son micro. Est-ce qu'il y a une question? Oui, j'avais une question, mais je vais revenir tantôt. C'était par rapport à la grille de correction dans le système. OK. Donc, quand j'évalue ici, si j'ai fait une grille d'évaluation, pour revenir aux commentaires de Guy, je pense que c'était Guy, si on a créé une grille, elle va apparaître ici. Mais ce n'est pas nécessaire d'utiliser les grilles qui sont intégrées dans ECT. Moi, je le recommande fortement.
pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, évidemment, on peut montrer les critères aux étudiants avant même qu'ils ont à déposer le travail. Et quand vient le temps d'évaluer, vous voyez ici comment rapide ça peut devenir. Donc là, je vois le projet de l'étudiant à gauche. Si je veux le voir apparaître, je vais cliquer. Ça prend une petite seconde, il va loader, puis il apparaît ici. Donc là, je vois le travail, puis sans quitter ECT, je peux naviguer à travers son travail. Je peux cliquer ici sur les petits outils d'annotation. Encercler des choses, montrer des choses comme ça. Puis là, cliquer sur ma grille. Puis là, ma grille, qu'est-ce que ça va faire? Ça va apparaître comme ça ici, avec mes différents critères. Là, évidemment, c'est juste critères 1, 2, 3, 4, 5. Mais critères ici, ça pourrait être utilisation, je sais pas, là, les références sont à la bonne place, la page, respect des consignes, qualité du français. Tous ces différents critères-là peuvent être ici. Puis là, quand vient le temps d'évaluer, on n'a qu'à simplement cliquer sur le bon niveau, tout dépendant de notre appréciation de ce critère-là. Donc oui, tout est fait. Puis évidemment, ce n'est pas nécessaire d'avoir 5 niveaux. Moi, souvent, mes grilles ont 2, peut-être 3 niveaux. Donc, c'est fait ou c'est pas fait, tout dépendant comment que ma grille est montée. Ou des fois, on se donne un peu de jeu. Évidemment, tout dépendant de le degré de complexité, si on veut, de qu'est-ce qui est à faire. Mais souvent, c'est fait, non fait. Mais dans ce cas ici, ce n'est pas le cas. Là, donc, je continue. Donc là, je regarde le document. Je peux évidemment bouger cette fenêtre-là, revenir au document, revenir. Puis une fois que j'ai terminé, évidemment, le système me donne une note qu'on peut voir ici, sur 100. Dans ce cas ici, elle est sur 100 parce que moi, j'ai créé une grille d'évaluation sur 100. Ce n'est pas des choses qui sont fixes, c'est des choses qu'on peut modifier selon nos cours. Donc là, quand je ferme cette grille-là, automatiquement, la note de la grille d'évaluation a été transférée au pigeonnier. Remarquez que le pigeonnier n'est pas sur 100. Donc, si mon pigeonnier est sur 15, ECT va être capable de convertir cette note-là sur 15. Ce n'est pas nécessaire non plus. On peut avoir une grille sur 100 et un pigeonnier sur 100. C'est à vous de voir comment vous voulez communiquer cette information-là. Ce n'est pas nécessairement la meilleure pratique que je vous ai montrée là. La raison, c'est que c'est une grille que j'ai importée d'un autre cours, là. Donc, c'est une grille de pratique. Mais idéalement, les notes qui sont montrées sur la grille sont les mêmes notes qui sont montrées sur le pigeonnier. Ça serait vraiment une meilleure pratique. Mais dans cette démonstration ici, vous voyez quand même que si ce n'est pas le cas, ECT est capable de convertir cette note-là puis la ramener sur 15. OK, donc là, j'ai fait des annotations. Une recommandation ici, ça serait peut-être même de, si vous voulez, là, déterminer un genre de code de couleur. Si les étudiants vont savoir que des choses surlignées en rouge veut dire quelque chose, des choses en bleu veut dire d'autres choses. Donc, mais ça vous appartient vraiment. Là, je ne veux pas aller trop en détail aujourd'hui, mais il y a plein d'options par rapport aux annotations des évaluations. Il est même possible d'inclure un son. Donc, je pourrais enregistrer de vive voix ma rétroaction. Ça, c'est quand même intéressant là, quand on regarde un document, une photo, n'importe quoi. Plutôt qu'écrire nos rétroactions, on pourrait juste cliquer « Enregistrer le son » et juste le décrire. Donc, vous avez perdu quelques points parce qu'il manque telle chose. Remarquez qu'est-ce que j'ai encerclé en bleu. Il manquait de détails, etc., etc. Enter. Ça s'attache à la rétroaction en tant que document audio. Donc, c'est ça. Donc là, une fois que ça c'est fait, évidemment, je peux avoir une rétroaction plus générale par rapport au travail, plutôt que la grille. La grille, c'est vraiment spécifique aux critères. Ici, c'est spécifique au travail au complet. Donc, je peux soit publier tout de suite, qui va notifier l'étudiant qui a été évalué, ça va transférer la note à son carnet de notes, etc., etc. Ou je peux enregistrer le brouillon et passer au prochain. Il y a beaucoup d'enseignants qui préfèrent cette option-là parce que ça nous permet évidemment de faire toute notre correction avant de publier nos notes à tout le monde. Donc là, je peux enregistrer ici puis publier plus tard. Donc là, je vais juste publier. Si je reviens en arrière, puis je rentre maintenant dans mon carnet de notes, je devrais avoir la nouvelle note pour l'étudiant démo 2 ici. Que là, la note a été encore convertie à cause ici est sur 10. Donc ça, c'est pas nécessairement une bonne pratique, là. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on recommande? C'est que si mon pigeonnier est sur 15, mon carnet de notes serait aussi sur 15. Puis il y a des bonnes chances que ces choses-là seraient déjà préprogrammées dans vos cours, là, dans vos carnets de notes. Mais on voit quand même que la note a été envoyée ici.
Puis à cause qu'il y a un petit pigeonnier ici, je peux toujours cliquer sur le pigeonnier à partir du carnet de notes et revenir exactement sur la soumission pour cet étudiant-là, avec les annotations que j'ai faites. Donc, je vois que le temps avance, donc je vais faire juste une petite parenthèse par rapport aux grilles. Tandis qu'aujourd'hui, c'était vraiment l'objectif, c'était un genre de survol, là. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui est possible avec les grilles. Donc, j'ai montré l'exemple de la grille, mais pour être capable d'utiliser la grille avec un pigeonnier, il faut premièrement la créer. Puis là, sans aller en détail, pour la créer, on clique ici. Et vous voyez que c'est essentiellement la vue qu'on voyait tantôt, mais tous les blocs sont éditables. Donc, je peux ajouter le nombre des critères. Je peux même nommer mes niveaux. Il y a des gens qui préfèrent nommer plutôt que garder niveau 1, 2, 3, 4. Ça serait non évalué, partiellement complété, complété ou quelque chose comme ça. Donc, c'est à vous là, de choisir. Il n'y a rien qu'on recommande ou qu'on impose par rapport au langage ici, mais juste que ça soit clair. Encore là, soyez conscients de garder les choses claires pour les étudiants. C'est quand même un objectif, là. Donc, il est possible d'enlever des critères avec la petite poubelle, enlever des niveaux, si je trouve que finalement 4 niveaux, c'est trop. C'est à peu près ça. Je veux dire, on rentre le pointage par niveau. On sauvegarde, puis une fois qu'on fait ça, maintenant, on peut utiliser cette grille-là pour évaluer un pigeonnier. Donc, ça, c'est vraiment là, un survol. Je n'ai pas laissé trop de temps pour des questions, malheureusement. Là, ça passe vite quand même, notre heure. Mais la parole est à vous. Puis pendant que vous pensez à ça, moi, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais chercher mes clips YouTube. J'avais une question, Philippe. Oui. C'est Luc. Concernant les grilles de correction, moi, j'ai déjà des grilles de correction qui sont créées dans un document Word. Je ne peux pas les importer puis qu'elles se transforment dans ECT. Hein. Je dois en recréer de nouvelles dans ECT, c'est ça? Oui, il faut les créer de nouveau. Mais la recommandation d'habitude, c'est d'avoir les deux fenêtres ouvertes en même temps puis faire du copier-coller. D'habitude, ce n'est pas très long. Une fois qu'on en fait 2, 3 critères, ça va vite. Okay. Ça dépend évidemment. Si ta grille est montée à peu près de la même façon que dans ECT, ça va aller plus vite. Mais si le concept de ta grille est différent un peu, là, ça va prendre peut-être un peu plus de temps à figurer comment l'entrer dans la plateforme. Mais ça, c'est le genre d'affaires qu'on pourrait faire là, sur un appel. Là. On s'appelle 30 minutes, on le regarde ensemble, puis je te guide là-dessus. Mais dans la pratique que tu viens de nous présenter là, moi, je corrige directement dans la grille de correction, je fais publier, l'étudiant va être en mesure d'aller revoir tout ça. Moi, ce que je fais actuellement, c'est que je suis obligé de télécharger le devoir de mon étudiant, et j'ajoute à ça ma grille de correction et je vais lui renvoyer un courriel. Donc, je multiplie les étapes pour rien, là, si je comprends bien. Là. Oui, exactement. Donc, si je reviens justement pour faire le pouce là-dessus, si je reviens sur mon étudiant démo, donc, lui devra avoir reçu une notification pour dire qu'il a été évalué. Donc, ma note est ici. S'il rentre dans son carnet de notes, il voit que son test a été complété. Puis encore là, moi, ce n'était pas constant, mon affaire de pointage. Là. Je ne recommande pas ça. J'aurais dû vérifier ça avant de commencer. Mais mon pigeonnier était sur 15, puis il l'a ramené sur 10. Mais normalement, il aurait sa note sur 15. Donc, j'ai mes annotations ici. Vous voyez, à cause que j'ai créé des annotations, ça a créé un PDF avec ces annotations-là que l'étudiant peut aller voir. Et la grille d'évaluation. Donc là, l'étudiant qui rentre ici et dit « Je veux voir ma grille », clique là. Voilà ma grille. Donc là, si j'ouvre ça un petit peu, bingo. Avec les commentaires. Là, je n'ai pas fait de commentaires, mais normalement, s'il y en avait, il y aurait des commentaires ici en dessous des critères. Donc, tout est centralisé à une place. Puis c'est là que je vous ai dit, la force d'une plateforme comme ECT, c'est l'évaluation. Pour vous, pour simplifier votre job, et pour l'étudiant, de rendre tout visible à une place. Donc là, l'étudiant rentre là, il voit qu'il a été évalué, ses commentaires, ses annotations, sa grille. Donc, tout est transparent aussi. Donc, dès le début, il voit sa grille, sur quoi il va être évalué, puis à la fin, il voit les commentaires, puis il peut apporter les correctifs qu'il faut pour la suite des choses. Donc, c'est pour ça que je recommande beaucoup. C'est sûr que l'outil contenu est important, d'être capable de livrer des contenus, mais il y a d'autres plateformes qui le font quand même assez bien. Tu sais, je veux dire, ECT est bon pour ça, mais l'évaluation, c'est vraiment, là, pour moi, la clé quand ça vient à la plateforme ECT. J'ai une deuxième question, Philippe. Un étudiant qui va mettre un document PDF dans le pigeonnier, je peux l'annoter de la même façon que si c'était un document Word, par exemple. Oui. Ça? Les documents qui sont facilement
annotables. Je ne pense pas que c'est un mot, donc on peut annoter facilement. PDF, Word, photo, PNG, JPEG, des choses qu'on ne peut pas faire par contre comme un Excel ou des Photoshop, puis des affaires un peu plus avancées. Là, il faut vraiment le downloader puis le regarder avec le logiciel. Mais oui, Word, PDF, photo vont tout apparaître directement dans ECT. Parfait, merci. Pas de problème. Donc, dans le chat, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai déposé ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos là-dedans. Je vous recommande au moins d'aller voir les clips de base, les clips comment créer des grilles, des choses comme ça. Il y a certaines de mes vidéos qui sont un peu datées dans le sens que le look a changé un peu depuis, mais la fonctionnalité n'a pas beaucoup changé. Puis là, cet été, moi, ma job, c'est de faire des mises à jour. Donc, gardez un œil là-dessus. Puis même, je vous recommande de vous abonner. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les mises à jour que je vais en faire là, définitivement cet été. Juste une question. Oui, vas-y. À propos de la migration vers Office 365, est-ce que ça va changer quelque chose dans ECT? Non, super bonne question. Pour ECT, nous, comme enseignants, si on va envoyer un courriel, on va toujours aller ici dans la liste des participants. On va toujours sélectionner, on va envoyer courriel. Qu'est-ce qui va changer? C'est où l'étudiant reçoit ce courriel-là.